Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour suivre cette nouvelle version digitale du cycle de conférences des rendez-vous de l'expertise organisé par Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale, en ce 22 avril, journée mondiale de la Terre. Et oui, c'est aujourd'hui. Nous allons nous intéresser aux catastrophes naturelles, à leurs impacts et aux solutions à mettre en place pour nous adapter à leur récurrence et à leur violence grandissante. Car oui, c'est une bonne nouvelle que Joe Biden, le nouveau président américain, réunisse les 40 dirigeants des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre aujourd'hui et demain pour un sommet sur le climat. Mais en attendant qu'ils rehaussent leurs ambitions, et bien dans de nombreux pays du monde, les conséquences du dérèglement climatique sont déjà là et les catastrophes dites naturelles, nous allons en parler, en font partie. Alors nous allons en parler avec nos 4 intervenants que je vous présente tout de suite. Éric Bruder, après une carrière dans l'armée de terre, vous avez dirigé le COGIC, le Centre opérationnel français de gestion interministérielle des crises. Vous avez aussi travaillé au niveau européen et aujourd'hui vous dirigez Emeraude Sécurité Globale, une structure de conseil. Vous êtes à Dinard, dans l'ouest de la France. Avec nous aussi le commandant Meriem Yayaoui, vous êtes chargé de la planification opérationnelle à la Direction générale de la protection civile en Algérie. Donc vous êtes basé à Alger. Édouard Terville est avec nous aussi, responsable de la composante résilience du programme Resumbit, qui est un programme d'expertise France justement sur la résilience, les énergies durables et la biodiversité marine dans les pays et territoires d'outre-mer des Caraïbes. Vous êtes d'ailleurs à Saint-Martin. Et Isabeau Rix, après plus de 15 années dans l'humanitaire, vous continuez d'accompagner les organisations humanitaires internationales dans la préparation et dans l'organisation et surtout dans la gestion, plus que dans l'organisation, dans la gestion de catastrophes de par le monde. Et en parallèle, vous dirigez l'association Terum qui accompagne les structures et les initiatives locales, sociales et solidaires à atteindre leur équilibre de fonctionnement. Et vous êtes actuellement avec nous depuis le sud de la France. Alors, nous sommes donc ensemble avec vous tous qui nous suivez par le biais des divers canaux pendant 1h15. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je les relayerai auprès de nos intervenants tout au long de la conférence. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter via le hashtag RDV Expertise. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, je vous propose de poser le contexte de nos débats avec cette vidéo. Incendie, crues subites, séismes, tsunamis, cyclones, nous faisons face à une multiplication des risques et d'aléas naturels. Face à l'urgence climatique, comment anticiper les risques et préparer au mieux les populations? Former, informer, sensibiliser, réunir, convaincre, créer des passerelles entre les acteurs institutionnels internationaux, nationaux et locaux, impliquer les communautés et les populations, tels sont les leviers pour agir collectivement. Ici, en Afrique de l'Ouest, la disponibilité des données hydroclimatiques est la clé pour les décideurs politiques et les agriculteurs. Là, dans les Caraïbes, des systèmes d'alerte et des formations permettent d'augmenter la résilience des territoires et leur adaptation aux phénomènes naturels extrêmes. Dans les pays sud de la Méditerranée, il s'agit d'encourager la coopération régionale en matière de protection civile pour prévenir les crises et y faire face. S'adapter aux conséquences du changement climatique, favoriser la résilience des populations, fédérer les savoir-faire et accompagner les pays touchés, la coopération internationale est une démarche opérante à moyen et à long terme au nom d'une vision partagée par tous et pour tous. Les conséquences des risques et aléas naturels ont provoqué plus d'1 million de morts ces 20 dernières années et le rythme s'accélère. Mais il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, nous connaissons les leviers pour y faire face. Mieux prévenir grâce au partage des connaissances, mieux préparer en sensibilisant les populations et les acteurs locaux, mieux répondre avec des moyens coordonnés.
Mieux prévenir, mieux préparer, mieux répondre, voilà le contexte de nos échanges posés. Alors, on attaque tout de suite la première partie de la discussion avec nos intervenants. Et nous allons débuter avec un état des lieux avec vous, Éric Bruder. Quelles sont les catastrophes les plus fréquentes et quels sont leurs impacts? On va en parler. Donc, en gros, il me semble que les catastrophes les plus fréquentes, ce sont les inondations, c'est bien cela? Oui, bonjour. Donc, basons-nous sur le bilan 2019 qui nous a été proposé par un organisme qui s'appelle le CRED, le Center for Research on the Epidemiology of Disasters, le CRED, à l'Université de Louvain, qui se base en 2019 sur les catastrophes, donc 396 catastrophes naturelles recensées au niveau mondial dans leur base de données, qui ont fait 11 000, un peu moins de 11 800 morts, 95 millions de personnes affectées, 103 milliards de dollars de pertes économiques. Donc le poids de ces catastrophes n'est pas uniformément réparti, bien évidemment. L'Asie a subi l'impact le plus important, avec 40% des catastrophes, 45% des décès. L'Inde, particulièrement touchée, a enregistré près de 20% du nombre total de décès. Donc par rapport à la décennie précédente, donc 2019-2018, en fait, paradoxalement, il y a eu plus de catastrophes en 2019 par rapport à la moyenne annuelle, mais moins de décès, moins de personnes touchées, moins de pertes économiques. Donc cette diminution de l'impact, on pourrait la penser tendancielle, ce qui n'est pas tout à fait vrai. N'oublions pas que durant cette période 2019, il n'y a pas eu d'événements catastrophiques majeurs tels qu'on a pu les connaître dans la décennie précédente, comme le tremblement de terre en Haïti en 2010, pas loin de 300 000 morts, la sécheresse de 2015-2016 en Inde, 330 millions de déplacés, beaucoup de personnes touchées, et le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon, que tout le monde a encore en tête, avec 210 milliards de dollars de dommages. Donc, de 2019, on ne peut pas tirer des tendances, mais en revanche, on constate quand même qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, les inondations ont été encore une fois le type de catastrophe le plus meurtrier, avec 43,5% de personnes décédées liées aux inondations, suivi par les températures extrêmes avec 25%, principalement dû aussi aux vagues de chaleur en Europe. Comme vous le voyez sur le schéma, la top 5, si on peut exprimer ça comme ça, de la mortalité, met la France en deuxième position derrière les inondations en Inde avec les températures extrêmes. Quand il y rajoute les températures qui ont eu lieu, enfin les températures en Europe, en Belgique et en Hollande, les sécheresses en Europe sont les premières causes de mortalité en 2019. Donc voilà, donc derrière ça, je voulais souligner deux choses. Premièrement, une nécessaire logique de bassin de risque. Lorsqu'on les compare les uns aux autres, les chiffres de la population potentiellement exposée à certains types de catastrophes présentent de grandes différences. Les inondations et les tempêtes peuvent affecter des vastes zones. Par exemple, les inondations de 2,9 milliards de personnes dans le monde. Les tremblements de terre, en revanche, ou les incendies de forêt, beaucoup moins de personnes, et ont tendance à toucher des régions plus restreintes. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aborder le sujet des catastrophes naturelles par le bassin de risque. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Oui. Et le deuxième point que je voulais souligner avant de poursuivre, c'était l'impact médiatique déformant. Donc en 2019, dans les événements les plus remarquables qu'on a en tête, on a évidemment les incendies de forêt importants, qui ont été graves, de longue durée, qui ont retenu l'attention de la communauté internationale en Australie et aux USA notamment. Ils ont eu des conséquences dramatiques sur l'environnement, mais ils n'ont pas été les plus significatifs en termes de décès ou de personnes touchées. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en relief l'impact réel de ces catastrophes naturelles avec l'impact médiatique et ne pas voir ces catastrophes naturelles au travers du prisme médiatique, mais bien avoir cette vision objective des pertes, des personnes déplacées et des pertes économiques pour les pays touchés. Il faut se méfier des médias, dit la journaliste. Alors, Isa Boris, pour vous, le rythme et l'ampleur des catastrophes a déjà commencé à se modifier. Et vous avez notamment pu le constater lors de vos séjours dans le Pacifique.
Oui, en effet, lors de mon dernier séjour dans le Pacifique, non, c'était pas le dernier, mais de ma plus longue mission entre 2010 et 2014, quand je faisais la coordination de la réponse aux urgences pour le mouvement des Croix-Rouges, j'ai pu vraiment observer une recrudescence des cyclones de forte intensité, c'est-à-dire qu'au lieu d'être classés 2, 3 sur l'échelle de classification des cyclones, et ils étaient classés, c'était des mastodontes, des cyclones de l'ordre de 4, 5 sur l'échelle, sachant que les cyclones les plus violents sont de catégorie 5. Donc, ils créaient des dégâts considérables sur les îles. Plus récemment, au Bangladesh, j'ai aussi pu observer la montée des eaux avec la fonte des glaciers et puis le déplacement forcé en fait des populations. On anticipe qu'à peu près 10% du Bangladesh va être recouvert par les eaux. Et ou bien en Afrique de l'Ouest aussi, avec cette sécheresse qui devient endémique et qui est récurrente chaque année et qui a un impact énorme sur l'accès en eau et aux ressources alimentaires. Édouard Turville, on a tous en tête les images des dégâts causés par les ouragans Irma et Maria, c'était en 2017. Quelle est la situation dans les Caraïbes? Est-ce que vous aussi, vous constatez une amplification des catastrophes? On est dans un contexte de très forte exposition aux aléas naturels et une très grande vulnérabilité des populations. Les phénomènes les plus courants sont bien évidemment les ouragans, la sécheresse, les tremblements de terre et tsunamis et les volcans. Depuis le 9 avril, l'île de Saint-Vincent est en proie à l'éruption de la Soufrière qui a forcé 8000 personnes à évacuer le nord de l'île. Également dans le Caraïbe, on est dans une situation où les effets du dérèglement climatique se font également ressentir très fortement. Et les Caraïbes étant majoritairement composés de petits États insulaires en développement, les populations sont particulièrement exposées et vulnérables, d'où la fréquence des catastrophes. Alors Myriam Yayaoui, autre horizon, l'Algérie. Au niveau de la protection civile en Algérie, vous avez identifié une dizaine de risques, mais quels sont les plus fréquents? Un pays très vulnérable au changement climatique, comme tous les pays du bassin de la Méditerranée. Donc, il y a eu une multiplication des catastrophes. L'Algérie, elle recense 10 risques majeurs sur le plan réglementaire. Il y a 3, dont 3, ils sont liés directement au dérèglement climatique, qui sont les feux de forêt, les inondations et les risques climatiques. L'Algérie connaît chaque 2 ans une catastrophe significative et elle connaît aussi chaque 20-25 ans une catastrophe majeure. L'Algérie connaît, le premier risque que connaît l'Algérie, c'est les risques sismiques. Alors qui n'est pas lié au dérèglement climatique, puis vient le second risque qu'on connaît tous et qui est le risque inondation. Ce risque inondation a causé en 2019 plus de 25 milliards de dinars de dégâts, donc de pertes économiques. Ça cause énormément de dégâts. Ça impacte toute la population, les infrastructures, à moindre importance que le risque sismique, mais c'est quand même un risque qui perturbe la population et perturbe tous les services de l'État. Aussi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que parmi les événements les plus marquants de l'histoire de l'Algérie, c'est les inondations de Bab el-Oued. C'est un cas concret et c'est un cas qui est dû directement au dérèglement climatique. On a eu plus de 262 mm en 24 heures, c'est l'équivalent de la moitié de ce qu'on a pendant l'année sur la région de Bab el-Oued, sur la zone de Bab el-Oued. Ça a causé plus de 700 morts. C'est parmi les inondations les plus meurtrières. Sur un bassin de versant qui était vraiment très étroit et très très petit, en plein capital.
Et ça, on s'en souvient toujours de cette catastrophe qui a vraiment donné beaucoup de modifications, que ce soit développement de la protection civile, de ces renforcements de ses capacités. Et ça nous a permis de renforcer nos capacités par rapport à la formation, par rapport à l'acquisition du matériel, que ce soit uniquement protection civile, même à l'échelle de l'État. Il y a eu renforcement de la réglementation, des instruments de gestion, de planification. On va y revenir. Et tout ça aussi touche beaucoup l'Algérie. Oui, les feux de forêt, on connaît que les forêts algériennes et méditerranéennes sont très vulnérables aux feux de forêt. Donc, malgré c'est des petits massifs, c'est pas des très grands massifs forestiers, mais quand même ils sont vulnérables et on connaît une augmentation des chiffres des départs de feu en ces moments-là, plutôt ces dernières années. Oui, donc on l'a bien compris, les catastrophes dites naturelles augmentent un peu partout. Alors pourquoi est-ce que la résilience des pays face aux catastrophes naturelles est un enjeu prioritaire? C'est une question que j'aimerais vous poser à chacun d'entre vous. Un enjeu prioritaire qui est lié directement à la stabilité et au développement des pays, Eric Bruder. Oui, alors effectivement, donc quand on parle coopération internationale, la première des coopérations qu'on imagine, c'est la coopération de défense pour des pays déstructurés, puisque les pays ont besoin de se défendre, de trouver leurs frontières et de se positionner. Donc on a traditionnellement dès le départ une très forte coopération de défense. Petit à petit, la défense se met en place et on va évoluer vers une coopération de sécurité. Il faut sécuriser les frontières, faire de la sécurité intérieure. C'est le cas maintenant pour beaucoup de pays. Et on passe dans une troisième phase où les pays se démocratisent et où on avance vers une coopération au profit des populations pour sauvegarder les populations, les biens et l'environnement. Et là, on rentre dans une phase de coopération plus militaire, mais plutôt civile, dans laquelle, effectivement, l'effort va porter sur le secours aux populations. Voilà. Et donc, cette résilience des pays, elle passe par ces trois phases. 1, je sécurise mon territoire. 2, j'assure la sécurité des personnes au sein de mon territoire face à des menaces d'ordre intérieur. Et 3, je sécurise face aux risques naturels, aux risques technologiques, aux risques des actions créées par l'homme. Lisa Bourix, c'est vrai que c'est prioritaire pour les pays parce que sinon, toute perspective de développement peut être rapidement anéantie. C'est ça, en fait. L'impact d'une catastrophe peut faire reculer un pays de plusieurs années dans son niveau de développement. Pardon. Et en fait, rien que pour reprendre les exemples que j'avais tout à l'heure rien que sur la pression à l'accès en ressources en eau, c'est un enjeu mondial qui va se multiplier dans les années à venir. Et de même que cet enjeu lié aux migrations des populations qui n'auront plus accès à certaines ressources, que ce soit les denrées alimentaires ou les ressources en eau. Et donc, on comprend qu'en fait, toute cette pression du dérèglement climatique et des changements va impacter en fait le monde et les tensions intracommunautaires, intercommunautaires, mais régionales et internationales également. Édouard Turville, c'est vrai évidemment dans la zone des Caraïbes. Oui, tout à fait. Je vous parlais de l'exemple de Saint-Vincent qui souffre du volcan lave soufrière. Le ministre des Finances estime que la réponse et la reconstruction représentent au moins 50% du produit intérieur brut du pays, donc c'est significatif. Et le nord de l'île qui a été le plus touché, c'est également la zone où il y avait la production agricole. Toute cette production a été détruite. Ça va prendre des années à être à nouveau sur pied. Également, juste un autre élément, un exemple des Caraïbes, c'est comment ces catastrophes peuvent également résulter dans des véritables crises sociales. À Saint-Martin, vous avez parlé de l'ouragan Irma et Maria qui ont touché les îles en 2017. Eh bien, en 2019, en décembre, il y a eu une vraie crise. Les gens étaient dans la rue suite à un plan de prévention des risques naturels qui a été mal accepté et ça a vraiment posé de grands troubles. Donc, on voit ça également. Ces catastrophes
peuvent résulter dans des véritables crises sociales et des conflits. Myriam Yaoui, est-ce que vous diriez que pour l'Algérie, ces catastrophes naturelles récurrentes, c'est un frein au développement du pays? Dans un premier temps, je dirais que c'est un frein, puisque suite à la catastrophe, les gens sont bouleversés. L'État est à genoux, en quelque sorte, parce que toutes les infrastructures, les services sont à plat dans la zone sinistrée. Donc, mais aussi, je pense que c'est aussi un point positif dans le sens où ça peut apporter un plus dans le développement. Après 10, 15 ans, ça peut ajouter un plus et renforcer la capacité du pays à se mettre debout. Donc, je pense que c'est le seul point positif qu'il y a dans tout ça. Tous unis derrière la catastrophe. Alors, je le disais au début, il y a des questions qui peuvent être posées par les gens qui nous suivent, qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Alors, il y a une question là de Salimata qui demande quelles sont les inondations, quelles sont les zones en fait qui subissent des inondations et qui jusqu'ici étaient épargnées. Je ne sais pas, Eric Bruder, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? L'inondation est quand même un phénomène assez compliqué à maîtriser. Il y a deux types d'inondations. Il y a des inondations liées à remontée de nappe phréatique, des inondations, on va dire, acinétiques lentes, des petites pluies sur des grands bassins versants, et des inondations acinétiques plutôt très rapides, qu'on appelle des crues torrentielles. On a vécu les deux d'ailleurs en France. J'ai en tête encore les crues torrentielles à Draguignan dans les années 2009, où 26 personnes avaient trouvé la mort, dont certaines dans leur voiture, en allant chercher leurs enfants à l'école. Donc ça peut être ce genre de crues torrentielles qui peuvent à 50 km près être dramatiques ou ne pas avoir d'effet sur le bassin versant. On parle souvent aussi des épisodes Cévenol en France, sur l'Hérault, etc. Et puis il peut y avoir des crues lentes comme la crue Santal qu'on attend à Paris, la référence de 1910 ou 20, excusez-moi, 1910, qu'on prépare et dont on sait que si elle arrive, l'impact sera malgré tout considérable. Donc ça, c'est pour la France. Donc tous les bassins versants peuvent être sujets avec les événements climatiques en cours à ce genre de crues, soit cinétiques lentes ou cinétiques très rapides. La seule manière d'y réfléchir et d'y travailler, c'est d'avoir une excellente cartographie, une excellente connaissance des risques et de veiller le moment venu à la météo et d'avoir en place les moyens nécessaires pour y répondre. Mais à partir du moment où il y a de l'eau, il y a risque d'inondation. Y compris dans les déserts algériens, je pense que notre camarade peut le confirmer. Oui, ça peut paraître surprenant, mais là aussi, en effet, il y a des risques. Edouard Turville, vous vouliez dire, parler de l'Indonésie? Oui, je peux partager un exemple d'Indonésie. Et ce phénomène, on le voit dans différentes parties du monde, partout sur les côtes où des villes se construisent de façon très accélérée. En 2005, j'étais en Indonésie et dans la capitale indonésienne, Jakarta, et qui se trouve en bord de mer avec un pourcentage assez important de la ville qui est sous le niveau de la mer déjà et qui connaît de plus en plus de problèmes d'inondation parce que du fait de l'homme, du fait des constructions qui se développent et ça crée un effet de compaction des sols et ça aussi c'est dû aussi à l'extraction de l'eau des nappes phréatiques. Les sols s'affaissent et donc des zones qui n'étaient peut-être pas inondables avant le deviennent. Ça c'est quelque chose de très fréquent qu'on voit dans les zones côtières, dans les villes côtières. Jakarta qui d'ailleurs déménage, d'ailleurs l'Indonésie a décidé de déplacer sa capitale puisque Jakarta prend l'eau. Alors voyons maintenant quels sont les outils. Je vois que vous voulez intervenir, je vais vous donner la parole, mais il faut qu'on avance un petit peu. Donc on va voir maintenant quels sont les outils à développer en priorité pour faciliter la résilience des pays justement à ces catastrophes. Alors pour débuter cette séquence, Gaël Musquet nous a rejoint depuis Vernon en Normandie, c'est dans l'ouest de la France. Bonjour Gaël. Bonjour.
Vous êtes guadeloupéen, vous avez fondé Techrif parce que pour vous, les outils de prévention des catastrophes passent principalement par les outils numériques. Alors, expliquez-nous de quelle manière. En fait, les populations aujourd'hui sont connectées massivement à travers différents réseaux numériques. On pense tout de suite évidemment à la téléphonie mobile qui permet d'accéder à des réseaux sociaux, à un certain nombre de messageries instantanées, mais on est aussi connecté par la télévision numérique terrestre, on est connecté par le futur réseau radio numérique terrestre, DAB+, qui est en cours de déploiement dans le monde. Et enfin, on a encore sur la bande FM un certain nombre de services qui permettent d'accéder à un certain nombre d'informations. Ces outils sont à la fois une solution, mais aussi vecteurs, et on le voit sur les médias sociaux en gestion d'urgence, parfois de panique. L'usage à bon et à mauvais escient de ces différents réseaux numériques peuvent à la fois aider les populations à se coordonner et à évidemment avoir la vie sauve, mais aussi participer à des mouvements de panique, d'où l'intérêt pour nous de travailler en amont avec ces outils pour bien préparer les populations à jouer leur propre rôle en cas de catastrophe majeure. Alors justement, vous travaillez auprès des populations, vous faites des exercices, il y en a eu un grand récemment. Tout à fait. Depuis 10 ans, les Nations Unies organisent CaribWave, qui est un exercice de tsunami à l'échelle du bassin caribéen. Ce sont 47 États et territoires qui jouent cet exercice. Donc là, le dernier au mois de mars, le 11 mars. Au pic, avant la crise du Covid, on était à près de 800 000 participants à cet exercice qui évacuent leur maison, évacuent leur entreprise, évacuent leur école, leur université, leur quartier. Et en fait, on a une dimension, on le voit au Venezuela, on le voit dans certaines îles de la Caraïbe, parfois même une dimension festive. Cet exercice est l'occasion, de manière solennelle, de travailler avec tous les corps de la société civile, mais aussi les États entre eux, qui se coordonnent pour pouvoir faire face à l'arrivée malheureuse d'un tsunami. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de tester en situation réelle ces technologies qui sont à la disposition à la fois des États qui attribuent des licences de télécommunications, mais aussi auprès des populations sur leur perception de ces différents messages et de leur acceptation. Et en fait, vous travaillez avec ce que vous appelez un peu le chaînon manquant de la riposte aux catastrophes naturelles, qui est la sensibilisation du citoyen. Par le biais de ces nouvelles technologies, on peut toucher au plus près chacun chez soi finalement. Tout à fait, et on le voit, c'est une question de paix sociale quelque part. On l'a vu avec un certain nombre de dispositifs prévus qui ont été très mal acceptés par les populations. On en parlait tout à l'heure sur Saint-Martin. On peut prendre le cas des gilets jaunes, des bonnets rouges, qui en théorie partaient d'une bonne volonté des États, de l'État français par exemple, d'avoir une conception en fait du développement durable, etc. Et on voit que les populations parfois ont du mal à accepter ces dispositions. Et il faut donc bien en amont de ces catastrophes naturelles, travailler avec les populations, qu'elles puissent reconnaître les États et évidemment les corps de sécurité civile comme étant légitimes pour travailler sur ces questions, mais aussi vraiment les accompagner à conjuguer les trois verbes, comme je le répète souvent, informer, former, alerter, informer ces populations qu'elles sont en proie à un risque, les former. Donc il faut que ces populations jouent leur propre rôle. C'est très important que les familles, on a vu avec le Chili, avec le site Familia Preparada, l'articulation de la sécurité, de la prévention des risques était vraiment articulée autour de la cellule familiale et bien entendu, une fois que l'aléa survient, que ces contenus de formation puissent servir et donc favoriser l'évacuation massive ou le confinement des populations, ce qui nous a fait cruellement défaut par exemple sur la crise de Lubrizol et qui a créé énormément de tensions sociales dans la région normande. L'idée étant aujourd'hui de travailler avec les populations après cette catastrophe pour qu'évidemment ceci ne se reproduise plus. C'est un moyen aussi de former à la culture du risque, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est à l'abri, on ne se rend pas compte finalement des risques qu'il y a autour de soi. Complètement, on a énormément de documents disponibles, le DICRIM, le document d'information communale au risque majeur, ça c'est une liste, en fait on a même un historique dans ce document, toutes les dispositions qui doivent être prises par la collectivité, la commune pour pouvoir faire face. On a plein de plans, les plans de prévention des risques majeurs, les plans de prévention risque inondation,
Tous ces documents sont disponibles en général auprès des différentes collectivités qui en ont la charge, la production. Mais on le voit, on l'a vu encore sur la crise du Covid, ce n'est pas parce que cette documentation, c'est pas parce que ces plans existent que la population, évidemment, au moment des différents mouvements d'achat, de location de logement, en prennent pleinement connaissance. Donc c'est très important en fait que ces populations jouent leur propre rôle, et on l'a vu pendant la crise du Covid, on a eu des mouvements spontanés de radioamateurs, de hackerspace, de tiers-lieux qui se sont mobilisés pour fabriquer des respirateurs, des pousse-seringues, des masques, des visières. C'est très important que les collectivités, en amont de ces crises, soient bien conscientes du tissu social qui leur permettrait de traverser les crises avec le moins de dommages possible. Merci beaucoup, Gaël Musquet, pour votre Merci intervention. À vous. Merci. Alors, comment mettre en œuvre cette résilience dans les pays, hein? Quels sont les outils à développer en priorité? Nous en parlons avec nos intervenants. Isa Boris, j'imagine que vous avez des points communs, hein, avec l'approche de Gaël Musquet. Pour vous aussi, l'implication de la société civile, c'est un élément clé? En fait, c'est un élément essentiel. Parce qu'en cas de catastrophe, la première personne sur place au moment de l'impact, c'est le citoyen, clairement. Donc, si les premières heures sont essentielles pour sauver des vies, d'accord? Donc, si le citoyen est déjà capable de se protéger d'abord et d'intervenir et d'aider ensuite, on a déjà un énorme impact et on sauve énormément de vies. Donc, on a, par exemple, pour vous donner un exemple, si on se réfère à la situation au Japon qui connaît un risque sismique extrêmement élevé. Le même risque que sismique en France donnerait une situation absolument catastrophique. Alors au Japon, on a une réglementation parasismique qui fait que les constructions résistent mieux. Donc un événement d'une certaine ampleur aura un moindre impact, mais on a aussi toute l'éducation de la population. Les enfants sont formés dès l'école primaire à des simulations annuelles sur comment réagir en cas de tremblement de terre. Donc, cette intégration et cette formation de la population est juste essentielle pour bien répondre. Éric Broeder, pour vous, il faut raisonner à l'échelle, vous le disiez au début de cette conférence, à l'échelle des bassins de risque. Oui, donc je vais vous donner un exemple très concret sur lequel je travaille actuellement, puisque je travaille sur un projet en Jordanie qui vise à améliorer les capacités de la protection civile jordanienne, et notamment au nord du pays, à la frontière avec l'Irak et la Syrie. Il se trouve que le bassin de risque de ce nord de la Jordanie, nord-est, est complètement dépendant de ce qui se passe au sud de la Syrie, c'est-à-dire sur les monts, où vont venir où il va pleuvoir et où l'ensemble des pluies va venir se jeter, en fait, se déverser sur ce territoire jordanien. Donc, ça n'a pas de sens, en fait, de parler, de protéger, de travailler sur le risque inondation en Jordanie sans aborder ce sujet d'arrivée de toutes ces eaux à partir de Syrie. Donc, être au moins capable d'anticiper ces événements par des moyens météo communs, des capteurs communs qui vont permettre d'alerter les autorités jordaniennes en cas d'occurrence de pluie torrentielle sur la Syrie. Ça peut permettre et ça peut justifier une réponse opérationnelle efficace côté jordanien. Donc vous voyez, cette notion de bassin de risque, en fait, ne connaît pas de frontières. Donc on peut multiplier évidemment en inondation ou en feu de forêt ces exemples. Le feu de forêt va traverser une frontière et ne va pas attendre. Si le pays touché n'est pas préparé, n'est pas averti par le pays duquel vient le risque, forcément la préparation sera moindre. Si en revanche il y a des moyens de coordination au niveau régional qui permettent de communiquer, de s'informer, d'alerter les populations, la réaction, le premier temps de réponse, en fait, le délai de réponse initial à la crise sera moindre et donc beaucoup plus efficace.
Une petite question au passage de Nyugaba qui nous suit. Qui doit intervenir s'il y a une catastrophe naturelle justement sur une frontière? C'est sur une frontière entre deux pays? Bah oui. Alors, il y a deux cas de figure. Soit il y a une coopération organisée. C'est le cas, par exemple, en Europe avec le mécanisme européen de protection civile. C'est le cas dans les pays d'Asie du Sud-Est avec le mécanisme de l'ASEAN, où les 10 pays ont un centre de coordination commune situé à Jakarta. L'autre cas de figure, c'est qu'il n'y a pas d'organisation précise. Et là, c'est au premier qui sera en place qui interviendra, s'il a les moyens d'intervenir. Il faut plutôt avoir le regard, l'œil population vis-à-vis d'événements comme ça. Quelle est l'efficacité la plus intéressante? Est-ce que c'est une efficacité coordonnée lorsque les pays se mettent d'accord, ou est-ce que c'est laisser la population à son sort, quoi, en fait, hein, ce qui est le cas le deuxième cas de figure. Donc on voit bien qu'une coordination régionale est importante. Édouard Turville, vous travaillez, vous, à l'échelle de la région des Caraïbes, donc vous prenez aussi cette approche régionale, c'est important? Oui, c'est un effet primordial pour la gestion des risques de catastrophes et pour la gestion des catastrophes dans un contexte comme les Caraïbes. Les États et les territoires ont rarement à leur disposition les moyens humains et les moyens matériels pour faire face aux crises. Donc, des systèmes de coopération ont été mis en place. Gaël mentionnait cet exemple Carib Save, c'est un exercice de simulation au tsunami. Mais également pour les Caraïbes, une agence a été mise en place, l'Agence caribéenne de gestion des catastrophes, CDEMA dans son acronyme anglais, et ça permet de répondre aux crises et de partager les savoir-faire. Ça, c'est très important. Par contre, la prise en compte des contextes locaux est toujours essentielle. Transposer des modèles, des schémas venant d'ailleurs sans les adapter au contexte local est souvent voué à l'échec. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple du plan de prévention des risques naturels à Saint-Martin. Et ceci milite pour ce qu'on appelle une approche systémique, qui tenterait de comprendre une situation dans toute sa complexité. Donc, l'analogie de l'iceberg est assez parlante. Dans ce cas-là, la partie émergée, c'est ce qu'on voit. Mais souvent, il faut creuser, il faut vraiment comprendre les facteurs sous-jacents si on veut avoir une solution efficace. Et donc ça demande énormément de coopération, ça demande des approches interdisciplinaires, intersectorielles, avec cette optique de réduire la vulnérabilité et les risques auxquels font face les populations. Alors justement, prenons un autre endroit, allons en Algérie. Myriam Yayaoui, quels sont les dispositifs et les actions concrètes de terrain? C'est des questions qu'on a aussi qui nous remontent avec comment est-ce que concrètement vous avez mis en place toute une série d'outils en Algérie qui soient connectés au terrain? Donc, je vais essayer de vous donner un exemple par rapport à ce qui s'est passé suite aux inondations de Bab el-Oued. Donc, il y a eu des cas, c'est le cas qui est extrême, 700 morts. Donc, je trouve il y a une chose, il y a une série d'actions qui a été élaborée, une série d'outils de la prévention, de la préparation au retour à la normale. Donc, il y a eu des outils mis en place pour revoir la réglementation en vigueur. On a revu les plans d'aménagement urbain, donc avec l'interdiction de construire dans les zones à risque. Il y a eu aussi tout ce qui est renforcement des règles de construction par rapport aux risques sismiques, aux risques inondations. Il y a aussi amélioration de la préparation par l'acquisition de nouveaux matériels pour la protection civile. Il y a eu la formation spécialisée aussi de nos agents. Il y a eu un échange de savoir-faire en termes de système d'alerte précoce, accompagné d'un système météorologique efficace. Donc ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'échanges de savoir-faire et de transfert de technologie. Donc c'est important. Aussi, il y a eu un autre outil qui a été mis en place. Il y a eu des fonds de calamité naturels qui ont été instaurés suite à ces inondations. Donc ça permet de remonter, de reconstruire la zone sinistrée. On a aussi la partie assurance
Avant, il n'y avait pas une catastrophe, il n'y avait pas assurance catastrophe naturelle. Suite à ces inondations, il y a eu l'intégration de cette assurance catastrophe naturelle. Mais comme a dit notre collègue, le plus important, c'est l'individu. Il faut se focaliser sur la population et pouvoir la sensibiliser parce que tous ces outils-là sont notre clé de réussite, c'est la population. Il faudrait les informer. Il y a eu des informer, les sensibiliser aux consignes et aux conduites à tenir. Et il ne faut pas importer des campagnes de sensibilisation de tel ou tel pays. Parce que ça marche pas. Il faudrait l'adapter en fonction de l'environnement du pays où c'est important de voir la dimension culturelle qui est importante à introduire dans ces campagnes de sensibilisation. Oui, on va revenir dans un instant sur les freins, sur ce qui fait que tous ces outils, aussi vertueux soient-ils, ne fonctionnent pas toujours aussi bien qu'on le souhaiterait. Il y a une question de Zouair Ben Rejeb qui demande quels sont les pays qui disposent des plateformes numériques pour aider justement les cellules de gestion des risques et partager les données cartographiques et les plans de prévention. Vous avez une cellule numérique comme ça en Algérie? Ce qu'on a, nous, par rapport à la gestion de catastrophes, c'est une plateforme numérique par rapport au plan Orsec. Donc, c'est une plateforme numérique où il y a tous les secteurs intervenants de la gestion de catastrophes, que ça soit partie prévention ou partie gestion de catastrophes. Donc, on a tous les services. Il y a une plateforme numérique. Elle est en cours de construction. Donc, c'est suite à la refonte du texte plan Orsec. Donc, elle est sous la coupe du délégué national au risque majeur. Donc, c'est une plateforme numérique qui va introduire elle est en cours de réalisation de tous les travaux de prévention, plutôt tout le recensement, la cartographie des risques, tout ça à l'échelle nationale qui va être introduit pour faire le lien avec la gestion de catastrophe. Donc, c'est en cours et on appelle ça plateforme numérique du plan Orsec. C'est ça. Édouard Turville, c'est aussi très présent, ces outils numériques, pour faire le pont aussi avec ce que disait Gaël Mousquet tout à l'heure, comme outil de prévention aujourd'hui, dans les Caraïbes? Dans les Caraïbes, c'est moins le cas. Il y a des efforts, notamment sur ce qu'on appelle le CAP, c'est des protocoles de communication qui permettent une fois qu'il y a une alerte à l'arrivée d'une catastrophe, que cette information circule très efficacement à tous les services de réponse. C'est quelque chose qui est mis en place déjà dans certains des pays, où on tente aussi d'appuyer certains pays par le programme Resembid à la mise en place de ces protocoles de communication. C'est essentiel d'avoir. On se trouve dans certains cas avec comme moyen principal de communication le téléphone mobile pour que le responsable de la réponse puisse informer tous ces acteurs. Et ça, c'est insuffisant. Donc, on se trouve dans une situation où on appuie les pays avec de tels outils informatiques et numériques. Éric Broder, ça sous-entend qu'il faut que les pays aient les moyens de mettre en place ces types d'outils. Là-dessus, il y a une inégalité, évidemment. Absolument. Donc, il y a un des outils aussi que je tiens à souligner qui est vraiment très, très utile et qui notamment pour illustrer, pour partager l'information, c'est le système d'information géographique. Donc, effectivement, ça nécessite un système pardon, ça a sauté, on n'a pas bien entendu. Des systèmes d'information géographique, donc qui permettent de modéliser, donc de décrire dans un premier temps les territoires et puis après de réaliser à partir de la description de ces territoires et des risques des simulations. Et donc de sensibiliser les populations ou de sensibiliser les élus ou les hommes politiques qui votent les budgets. Hein. Il faut aussi que les hommes politiques se forment à ces choses-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc le système d'information géographique est un moyen de partager de l'information de manière très très pratique. Mais c'est un outil technique, ça nécessite une compétence, ça nécessite des formations, et au travers de la coopération, dans le cadre de la prévention des risques et de la préparation aux risques, je pense qu'il faudrait faire effort sur cette connaissance des territoires et l'acquisition de ces connaissances de territoire initiales qui seront utiles en cas de crise. Diaborix, pour vous, c'est important ces outils, même s'ils ont leurs limites, hein, évidemment.
Je pense effectivement que c'est assez important pour plusieurs raisons. Il y a effectivement la connaissance du risque, mais souvent c'est difficile d'accès à tout un chacun. Mais les outils numériques sont aussi un énorme vecteur de communication et d'information. Et ça, c'est capital. C'est aussi un énorme vecteur de désinformation. On l'a vu dans le cas du Covid. Il y a beaucoup de choses qui se disent et qui sont fausses. Donc, il y a énormément de travail à faire sur la communication et le pouvoir du numérique pour transmettre cette information et l'information au plus juste. Alors justement, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent. Vous êtes plus de 700 apparemment, donc c'est bien. Nos discussions vous intéressent. Alors pour les enrichir, on va voir maintenant quels sont les freins pour mettre en place tous ces outils dont on a parlé, des outils qui peuvent être efficaces, mais encore faut-il surmonter les freins. Et pour enrichir nos discussions, je vous propose d'écouter le point de vue de Renaud Lagrave. Il est l'un des vice-présidents de la région Nouvelle-Aquitaine dans le sud-ouest de la France, en charge des infrastructures, des transports et de la mobilité. Il est aussi le président du groupement d'intérêt public littoral aquitain, car dans cette région, le littoral est déjà et sera, c'est certain, fortement impacté par les changements climatiques. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'intervenir à distance pour vous présenter en quelques mots quelle a été la stratégie, notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, en créant il y a maintenant plus de 10 ans le groupement d'intérêt public du littoral aquitain, qui réunit la région, l'État, les départements et l'ensemble des communautés de communes et d'agglomération du littoral aquitain, en vue de finalement préparer l'avenir de ce littoral qui va connaître de grands bouleversements, qui en connaît déjà beaucoup aujourd'hui, mais qui va en connaître demain. Ce GIP, il travaille non seulement avec ses membres, mais aussi avec beaucoup de partenaires, notamment sur la recherche, sur beaucoup de sujets qui nous permettent aujourd'hui de faire en sorte qu'on prenne finalement notre destin en main, à travers notamment les questions qui sont liées au changement climatique. Nous avons aujourd'hui un littoral qui est très abîmé, notamment par les phénomènes d'érosion, les risques littoraux. Il y a aussi une partie de submersion. Et nous travaillons activement depuis de nombreuses années à faire en sorte justement qu'il puisse y avoir non seulement une stratégie régionale autour de cette préservation du littoral, mais au-delà de la préservation, de lutte contre l'érosion, et un travail que je qualifie assez d'exemplaire au niveau français, tout simplement parce qu'on est la seule région à avoir travaillé avec des scientifiques, avec l'Observatoire de la côte aquitaine, le BRGM, l'ONF, beaucoup de partenaires qui nous ont permis de mettre en place notamment un aléa, l'aléa érosion, et puis de travailler sur des stratégies locales. Il y en a 9 au total, les territoires qui sont finalement les plus impactés par les phénomènes d'érosion. Et nous avons souhaité, à travers ce travail du GIP littoral, faire en sorte qu'on puisse anticiper justement le changement climatique, en anticipant notamment sur les questions de relocalisation d'activités, mais aussi de protection du littoral, de protection de la biodiversité. Bref, prendre notre destin en main, c'était véritablement réfléchir et travailler tous ensemble à ces sujets. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, moi je suis très heureux de pouvoir dire que ce travail est fait. Malgré tout, il nous manque encore un certain nombre de signaux forts, notamment juridiques, administratifs et financiers. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec le GIP à modifier les lois. Et c'est tout le travail que nous avons en cours en ce moment pour la Nouvelle-Aquitaine et notamment pour le littoral aquitain.
Voilà l'avis de Renaud Dagrave, donc vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Éric Bruder, est-ce que vous comprenez quand Renaud Dagrave dit que les choix politiques manquent de signaux forts pour mettre en place une réelle politique de prévention des catastrophes? Souvent, c'est cela qui manque. C'est l'un des freins. Alors, absolument. Si on peut afficher la deuxième diapositive que j'avais préparée, qui va tomber à point nommé sur le sujet. Alors, on va voir que technique hyper réactive qui va sûrement s'y mettre. Voilà. La deuxième, la troisième. Alors, pardon. Voilà. Vous voyez donc un cycle de crise classique. Hein, j'ai rien inventé. Ce dont a parlé le président, c'est bien de la prévention, c'est-à-dire avant la crise. À l'heure actuelle, 0,4% des investissements portent sur la prévention, donc l'évaluation et la réduction des risques dans un pays. Donc, quand on parle évaluation, réduction, c'est connaissance du risque, appui sur les communautés locales qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont les seuls à très bien connaître le terrain et donc qui sont à même d'apporter les bonnes réponses, et l'amélioration de l'early warning system, donc le risque, l'alerte précoce envers les populations. 0,4% des investissements. Donc oui, effectivement, et qui vote les budgets dans ces budgets d'investissement? Ce sont les politiques. Donc dans les pays structurés, on attend souvent d'avoir une grosse catastrophe pour investir. Dans les pays un peu moins chanceux en termes de budget, eh ben, on fait l'impasse. Et donc, il y a beaucoup de projets que j'ai connus, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Mauritanie, etc., où on est sur des projets bordés. C'est-à-dire, il y a un début, il y a une fin, il y a un budget, et après, on oublie. N'oublions pas les politiques, n'oublions pas de former les hommes politiques, les préfets, les maires qui sont au contact des populations, c'est eux qui vont être les premiers concernés, et les députés qui votent les lois et qui votent les budgets. Et donc là, effectivement, il y a un gros effort à faire. Et vous dites aussi attention aussi à ce qu'on pourrait appeler le low cost de la prévention, surtout que ce sont les pays les plus démunis qui sont les plus touchés. Absolument. Et donc, on va forcer effectivement l'aide internationale va effectivement se focaliser sur la réponse opérationnelle qu'on voit au milieu. La réponse à l'urgence, parce qu'elle est très médiatique et donc elle offre une visibilité maximale. La visibilité à court terme ne fait pas bon ménage avec la résilience. Et donc, le travail de fond et les bailleurs pourraient avoir une meilleure coordination, j'en suis persuadé, pour que les projets ne soient pas des projets bordés, mais des projets dans le long terme qui bénéficient aux pays les plus touchés par ces catastrophes. Édouard Turville, c'est vrai que c'est ce que disait Éric Bruder à l'instant, hein, l'un des freins, c'est bien entendu la faiblesse des financements qui sont alloués à la gestion des catastrophes. Comment est-ce que cela s'explique? Est-ce que ce serait, par exemple, à cause de ce que vous appelez un peu la stratégie de la mise sous le tapis, c'est-à-dire on se dit on verra ça plus tard, même dans les Caraïbes où pourtant on ne peut pas dire que que les catastrophes naturelles manquent. Parce qu'il faut distinguer, quand on parle des financements pour la réduction des risques de catastrophes, entre les financements internationaux et ensuite les financements qui sont mis en œuvre au niveau national. Alors, pour ce qui est des financements au niveau international, malgré certains engagements forts pour investir davantage dans ce secteur, peu de bailleurs ont réussi à atteindre ce niveau des 10% de l'équivalent de ce qui va vers l'aide humanitaire pure. Donc, l'Union européenne fait partie une de ces exceptions, et notamment par son grand programme de Deep Eco pour la préparation aux catastrophes, qui est également mis en œuvre dans cette région des Caraïbes. Alors maintenant, au niveau quand on regarde ce qui est disponible au niveau des fonds pour le climat, là aussi, ça ouvre des potentialités. Mais on n'en est pas encore à une très, très bonne intégration entre ce qui est les approches de réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement climatique. Je pense qu'il y a plus de synergies qui peuvent être rendues efficaces dans ce domaine-là. Alors, au niveau national, maintenant, pour les financements, il faut voir ça de façon assez réaliste. Quand un pays fait face à une montagne de priorités et de problèmes à résoudre, l'emploi, l'éducation, la santé, c'est pas toujours un choix facile que d'investir dans le domaine de la réduction des risques, surtout quand ces risques ne sont pas d'une fréquence à se reproduire tous les ans. Donc, ce qui est peut-être important là, et une des solutions qui est amenée, c'est au lieu d'avoir des financements qui sont dédiés, c'est d'essayer d'avoir des approches qui sont sectorielles
donc des financements qui sont intégrés dans les principaux secteurs de la vie économique et sociale, comme l'agriculture, la santé et autres. Et ensuite, quand on a des pays qui sont exposés à une longue série d'aléas, il faut aussi faire des choix parmi ces aléas. Il y a certains aléas et certains niveaux de risque qui sont à accepter. On parle vraiment de risque acceptable dans certains cas, et de voir et de comprendre et de bien évaluer cette situation. Et il y a des outils qui peuvent aider les États. Myriam parlait de l'exemple des assurances. Ça existe au niveau des individus, mais ça existe également au niveau des États. Et dans les Caraïbes notamment, il y a un outil qui s'appelle le CRIF-SPC. C'est un mécanisme d'assurance pour les États, pour les risques d'ouragans, de séismes, de fortes pluies. C'est un mécanisme qui actuellement bénéficie à 19 pays des Caraïbes, et ça peut être un outil de transfert des risques. Myriam, au-delà du financement, il y a une difficulté majeure pour vous qui est de transposer finalement la stratégie nationale en plan d'action local. Comment faire en sorte pour que les populations s'approprient vraiment la notion du risque? Je pense que c'est l'un des freins les plus importants, c'est qu'il y a une difficulté de transposer ces stratégies, ces belles stratégies qu'on trouve sur papier, et comment les transposer en plan d'action. C'est ça le souci majeur. Donc, on a les collectivités locales, on a les services, les acteurs de gestion de risque qui sont au niveau local. Ils savent pas c'est quoi ces stratégies-là, donc il faut les sensibiliser, il faudrait les former, il faudrait qu'ils aient connaissance de ces plans, de ces stratégies nationales, de cette stratégie nationale, et il faudrait les sensibiliser sur ça et comment les mettre en œuvre. Il faudrait les former, pas uniquement sensibiliser, mais former ces acteurs, les premiers, et avec eux la population, intégrer, comme l'a dit notre collègue, la population aussi dans ce système-là. Il faudrait, je pense que c'est pas uniquement le seul frein, il y a d'autres freins qui peuvent constituer un obstacle. Il y a par exemple, il y a l'absence de passerelle entre la recherche scientifique et les acteurs locaux. C'est-à-dire que les chercheurs ne font pas d'efforts pour aller vers les utilisateurs et aller chercher le besoin vers les acteurs locaux. Donc, si ces chercheurs ils sont dans leur centre de recherche, il faudrait faire un effort pour aller se déplacer vers le terrain et voir quels sont les besoins de ces acteurs-là. Aussi, je note qu'il y a, par rapport au manque de financement, il n'y a pas uniquement le manque de financement, il y a aussi le manque de volonté politique. Donc, il faudrait sensibiliser, comme a dit notre collègue, sur la sensibilisation des grands, plutôt des, comment on appelle, responsable, plutôt sensibiliser sensibiliser tous les acteurs au niveau national pour essayer de transposer tout ça au niveau local. Aussi, avant de conclure, avant de terminer par rapport aux freins, je trouve que le plus important aussi, c'est essayer d'adapter les savoir-faire en fonction de l'environnement existant. Pas uniquement de copier-coller ce qui existe ailleurs et le mettre en œuvre, ça marche pas. Peut-être ça va devenir des projets pilotes comme l'a souligné déjà, on l'a déjà souligné. C'est-à-dire c'est des projets pilotes qu'on va mettre en œuvre et tant que le financement est là, il y a aboutissement à la fin du projet et après ça sera des projets qui vont être mis dans les tiroirs et oubliés. Donc il faut essayer de pérenniser ces actions-là. Ouais, et puis Isaboris, faut pas oublier que ces catastrophes, elles ont des causes, surtout, alors pas quand on parle de séisme évidemment, mais celles qui sont liées au dérèglement climatique, que ce soit les inondations et les sécheresses, et sont des problèmes majeurs vis-à-vis desquels la riposte, on peut dire globalement, n'est pas encore à la hauteur. Je parlais en introduction de cette conférence du sommet climat là, organisé par Joe Biden. On en attend beaucoup, mais on attend depuis de nombreuses années. Alors, en fait, je crois que on a
il y a plusieurs points qui ont été soulevés par mes collègues. D'abord, il y a cette vision court-termiste qui est souvent celle qui articule les actions et qui est souvent tournée autour du bénéfice personnel, immédiat et individuel, qu'il faut en fait ignorer. On ne peut construire que sur du long terme. Ensuite, je dirais que la seule possibilité pour faire de la gestion des catastrophes, c'est une approche collaborative, intégrée, inclusive et qui permet, avec une vision à long terme. Et dans cette approche-là, on a une approche tripartite, c'est-à-dire que on a les gestionnaires du territoire, du niveau national jusqu'au niveau local, donc les collectivités territoriales, les hommes politiques, toute cette institution qui gère un territoire, c'est la première entité qui doit être impliquée dans la gestion des catastrophes, avec une vision à long terme, s'il vous plaît, pas pour les prochaines élections. Et ensuite, la deuxième, j'évite le langage diplomatique. Ensuite, la deuxième entité, c'est ce que j'appelle moi les acteurs, qui soient les acteurs de service, les acteurs de recherche, pour traduire, comme le disait ma collègue, sur les connaissances, pour les traduire, pour le partage au plus grand nombre. Les acteurs économiques aussi, parce que c'est eux qui ont les compétences, les moyens, les ressources pour mettre en place ces plans de prévention. Et enfin, finalement, la troisième partie de cette gestion des catastrophes intégrées, c'est la société civile, qui, elle, va l'intégrer, ce plan de gestion de catastrophes, et qui va faire en fait qu'il est efficace et qu'on peut sauver et surtout s'adapter, être capable de se remettre des crises et sauver le plus grand nombre. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette conférence. On arrive déjà à la fin de vos interventions. Et pour conclure, j'invite Jérémy Pellet, le directeur général d'Expertise France, à nous rejoindre. Bonjour Jérémy Pellet. Bonjour Anne-Cécile. Alors tout d'abord, en quelques mots, qu'avez-vous retenu de nos échanges? Alors j'ai retenu beaucoup de choses. D'abord, un exercice extrêmement intéressant le 22 avril, vous le rappeliez, c'est la journée de la Terre. Et puis dans une année clé, 2021, où l'on espère beaucoup sur le plan de la lutte contre le changement climatique, avec la COP26 de Glasgow, avec l'ambition non seulement de réduire les émissions de CO2, mais aussi de s'adapter, puisque l'adaptation et la résilience seront au cœur de la COP26 à Glasgow. Et on a bien vu tout le lien qu'il y a entre climat et catastrophes naturelles. Et je retiens notamment d'Eric Bruder l'importance des inondations, l'importance de la sécheresse, comme principale cause de mortalité des catastrophes naturelles. Et derrière, on voit le lien avec la vulnérabilité d'un certain nombre de pays, qu'il s'agisse des pays côtiers, des îles, on a parlé des Caraïbes, et de la sécheresse avec un certain nombre de problèmes qui touchent des pays comme l'Algérie. Et donc, un lien entre climat et catastrophes naturelles, un lien aussi entre catastrophes naturelles et développement. Les pays vulnérables sont les plus touchés. Ça a été clairement rappelé pendant le débat, ces catastrophes naturelles sont un frein au développement, d'où le rôle d'Expertise France et de toutes les agences de coopération internationale qui prennent en compte cette dimension, qui l'intègrent à la fois sur l'aspect lutte contre le réchauffement climatique et contre les catastrophes naturelles, mais aussi sous ces aspects sociaux, de santé, d'accompagnement des pays fragiles, parce que la résilience à ces catastrophes fait partie de la capacité de tous les pays du monde à se développer et à rebondir. Donc ça, c'est vraiment les leçons que je tire sur le bilan et sur le constat qui a été fait. Et puis, je retire aussi de toute notre discussion les longs échanges qu'il y a eu sur les solutions. On voit bien à quel point les solutions de gestion des crises, elles sont à la fois partagées et particulières. Partagées parce que finalement,
les réponses aux crises, on sait en théorie comment les traiter. Hein. On connaît tous le tester, alerter, protéger. On a présenté aujourd'hui le prévenir, préparer, répondre. Donc c'est la manière de gérer les catastrophes naturelles et dans le même temps, ça a été rappelé par tous les intervenants, le copier-coller ne marche pas. On s'adapte toujours à une situation particulière. Meriem Yayaoui a rappelé l'importance d'avoir des plans des risques avec des outils numériques qui peuvent appuyer ce développement de plans des risques. L'importance du partage des savoir-faire dans des zones comme les Caraïbes avec le programme Resenvid que nous mettons en place et dont on a parlé. L'importance aussi de la coopération sur des pays qui ont les mêmes problématiques et donc de la coopération souvent régionale à l'échelle de bassins de risques, comme nous l'avons sur les pays du sud de la Méditerranée, comme nous l'avons dans le Pacifique, comme nous pouvons l'avoir dans les Caraïbes et autres. Et évidemment, le rôle des acteurs, les institutions, bien sûr, renforcer leurs compétences, partager les outils, partager les systèmes d'alerte. Le rôle clé aussi des institutions régionales, lorsqu'elles existent, où elles peuvent partager ces informations, comme l'Agence régionale des Caraïbes qui avait été citée par Édouard Turville. Et puis, qui peut aussi permettre un partage des coûts avec des réflexions intéressantes sur les systèmes d'assurance qui peuvent se mutualiser. Et puis, deux éléments qui sont clés, la sensibilisation et l'implication des populations. Je pense évidemment à la prise en compte de la population dans l'éducation au risque et la gestion des risques. Gaël Musquet l'a rappelé. La nécessité d'avoir une approche inclusive et de long terme, sur laquelle Isabeau Rix vient d'insister à l'instant. Et puis, bien sûr, la prise en compte de ce qu'apportent un certain nombre de collectivités locales. C'était le message de Renaud Lagrave sur le rôle d'articulation des collectivités locales et de la population. Et puis, dernier élément, et non des moindres, il faut associer les populations, il faut aussi investir dans cette gestion des risques. Et évidemment, l'investissement dans cette gestion des risques, elle est toujours compliquée au niveau de la prévention parce que on a plutôt tendance à malheureusement engager des dépenses lorsque les crises sont là, un peu moins lorsqu'elles ne sont pas encore là, alors même que on sait bien que la prévention permet de réduire le coût des catastrophes. Et donc cela nécessite aussi à la fois un partage de l'information, un partage des outils et des diagnostics sur la manière dont on peut essayer de prévenir ces risques. Donc c'est pour moi un enjeu absolument central, absolument clé. C'est encore une fois un des piliers majeurs de cette politique d'adaptation au changement climatique qui est l'un des enjeux mondiaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et on voit toute l'importance sur un sujet qui nous est commun, malheureusement, de continuer à partager nos expériences et faire en sorte que chacun puisse jouer son rôle dans cette action de partage des savoir-faire et de coopération pour essayer de réduire la vulnérabilité des populations mondiales à ces catastrophes naturelles. Donc voilà ce que je retiens de ce rendez-vous de l'expertise extrêmement riche. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, Anne-Cécile, d'avoir animé ces débats. Merci à tous nos intervenants. Et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle édition de ces rendez-vous de l'expertise. Merci beaucoup, Jérémy Pellet. Et en effet, il y aura d'autres rendez-vous. Vous pouvez retrouver cette conférence sur tous les réseaux où Expertise France est présente. Vous y trouverez aussi les autres rendez-vous de l'expertise. Toutes les informations sont en tout cas sur le site www.expertisefrance.fr. Belle fin de journée à tous.